Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce qui va être présenté aujourd'hui est totalement factuel. Par conséquent, toute censure sera parfaitement illégitime. Pourquoi vous parlez du Mnaïbrit et pas d'une autre secte? Parce que cette secte est méconnue et elle est pourtant très influente. Faites l'essai par vous-même, demandez au hasard dans la rue une centaine de personnes et vous verrez le résultat. Quasiment aucune ne connaît cet ordre judéo-maçonnique très discret et élitiste. Alors discret parce que ses membres ne doivent jamais se présenter comme Mnaïbrites, ils doivent masquer leur appartenance, et là on est dans le secret qui est propre à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, dans le bulletin du Mnaïbrit de décembre 1966, on pouvait lire ceci. Il ne faut jamais paraître en tant que Mnaïbrit, agir avec discrétion. Alors la discrétion, vous me direz, c'est pas le point fort du tout d'un certain Bernard-Henri Lévy, qui serait affilié d'ailleurs au Mnaïbrit. Sauf que vous remarquerez que ce dernier ne s'est jamais affiché en tant que membre du Mnaïbrit. Le Mnaïbrit signifie fils de l'alliance en hébreu. Son symbole, c'est la menorah, le chandelier à 7 branches, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet du Mnaïbrit. Il a été fondé le 13 octobre 1843 à New York, au café Sinzheimer, donc à New York aux États-Unis, par 12 francs-maçons juifs d'origine ashkénaze. Et parmi eux, il y avait un certain Henry Jones, de son vrai nom Henrik Jonas, qui fut le premier président du Mnaïbrit International. Aujourd'hui, l'actuel président du Mnaïbrit International est un certain Charles Kaufman. Le Mnaïbrit est la plus ancienne organisation juive en activité dans le monde. Cette organisation est liée dès le départ au projet politique sioniste de Theodor Herzl. Et d'ailleurs, les tout premiers congrès sionistes qui ont été convoqués dès 1897 sous la présidence de Theodor Herzl ont été réunis par le Mnaïbrit. C'est à croire que Theodor Herzl était affilié au Mnaïbrit à cette époque. Les Mnaïbrites seraient environ 600 000 dans le monde, dont près de la moitié rien qu'aux États-Unis d'Amérique. Alors d'abord, ils se sont installés aux États-Unis, donc on l'a vu dès 1843 à New York. Donc le lobby judéo-maçonnique s'est implanté aux États-Unis et particulièrement en Amérique du Nord, puisque un peu plus tard, il y eut le Canada à partir de 1875. Plus tard, il est venu en Europe, en Allemagne, dès 1882, en Angleterre, dès 1910. Le Mnaïbrit a commencé à s'installer en Chine à partir de 1928, où des communautés juives, donc séfarades et ashkénazes, se sont réunies à Shanghai. Et il est arrivé en France un peu plus tard, dès 1932. D'après Epiphanus, dans son excellent livre « Maçonnerie et secte secrète », le côté caché de l'histoire, que j'ai avec moi, d'après Epiphanus, pas mal de personnalités importantes en France appartiennent au Mnaïbrit. Bernard-Henri Lévy, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Attali, Robert Badinter, Simone Weil, en gros, les juifs francs-maçons influents qui dirigent la France ou qui l'ont dirigée depuis maintenant plusieurs décennies. Et il y a un nom qui n'est pas cité, mais qui est quand même important et qui est moins connu que ceux que je viens de citer, mais que j'aimerais quand même relever, c'est un certain Jean-Pierre Bloch, qui fut président de la LICRA, président de la Loge France au sein du Mnaïbrit, et aussi qui était affilié, qui a appartenu au Grand Orient de France. Et donc on voit là que ces gens ont un peu un pied dans un lobby, un pied dans un autre, donc ils sont multicartes. Donc voilà, le Grand Orient de France est une franc-maçonnerie qui est officiellement athée, le Mnaïbrit, une judéo-maçonnerie, donc il faut être juif, on va le voir, et puis la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui est officiellement un lobby qui prétend lutter contre le racisme. À l'échelle mondiale, on retrouve des personnalités très importantes qui ont appartenu au Mnaïbrit, les Rothschild, Paul Warburg, Jacob Schiff, Arthur Balfour, Alfred Milner, donc les principaux protagonistes de la déclaration Balfour, tous du Mnaïbrit,
La haute finance aussi, Max Brettung, Henry Morgenthau, l'avocat sioniste Louis Brandeis, qui fut le conseiller économique à la Maison-Blanche de Woodrow Wilson il y a maintenant un siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud aussi, à la tête de l'État d'Israël, l'État hébreu, alors là aussi vous retrouvez des membres du Noé Brit, notamment Chaim Weizmann, il y a aussi Edgar Bronfman, ou encore Henry Kissinger, qui fut le conseiller à la Maison-Blanche pendant plusieurs décennies, qui a fait vraiment la politique étrangère des États-Unis d'Amérique au XXe siècle. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment du lourd qui a appartenu au Bnei Brit. Il s'agit d'une maçonnerie qui est exclusivement juive et élitiste. Il n'est pas simple d'y entrer. Un citoyen français qui a seulement des origines juives n'y entrera pas. Il n'y a pas de place au Bnei Brit pour les demi-juifs. Pour, par exemple, quelqu'un qui a seulement des origines juives, qui est marié à une catholique, voilà, les deux sont même pas pratiquants, qui fait pas partie de la communauté organisée, qui n'a pas un statut social élevé, voilà, il ne sera pas coopté au Bnei Brit. Il faut être juif, par sa mère, si possible, faire partie de la communauté organisée et avoir un statut social élevé pour être coopté au sein du Bnei Brit. La Menorah est le mensuel du Bnei Brit dans le district d'Orient. Et en juin 1924, on lisait ceci dans la Menorah. Le Bnei Brit accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer par ses capacités intellectuelles, par son concours financier, par son ascendant moral, à relever le prestige d'Israël. En gros, il faut être une personne haut placée et être israélite pour faire partie du Bnei Brit. Cette judo-maçonnerie a clairement autorité sur le plan politique, sur les hommes politiques de la République française. Ils font pression, ils testent même certains, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, qui est passé par le Bnei Brit avant d'être élu à la présidence de la République en 2007. On l'a vu aussi plus récemment avec Anne Hidalgo, Anne Hidalgo qui s'est rendue au Bnei Brit le 6 février 2014 pour devenir ensuite maire de Paris en avril 2014, soit 2 mois après. Et là, il doit certainement y avoir une relation de cause à effet. Le Bnei Brit, de concert avec le CRIF, donc les deux, Bnei Brit plus CRIF, ont ordonné à la droite républicaine de ne pas passer d'alliance avec le Front National. L'ostracisation du Front National de la vie politique, sa mise à l'écart, vient du Bnei Brit. Et cela a fait forcément les affaires du Parti Socialiste de François Mitterrand, je le rappelle, pendant 2 septennats, de 1981 à 1995. François Mitterrand, dont le principal conseiller économique à l'Élysée était un certain Jacques Attali. Attali qui est lui-même affilié au Bnei Brit. Et là, on voit comment ces gens-là font pour faire prendre des décisions à des partis qui sont officiellement au pouvoir pour avoir, en fait, indirectement et officieusement le pouvoir. La loi Fabius-Guessot est apparue sous le gouvernement de Michel Rocard, donc un gouvernement socialiste, et cette loi fut réclamée par écrit par le Bnei Brit en septembre 1987, avant d'être adoptée le 30 juin 1990. Et là, c'est quand même assez paradoxal et même contradictoire, puisque les Bnei Brit font l'éloge de la liberté d'expression, c'est sur leur site officiel, par la voix de leur président Philippe Meyer, et dans le même temps, ils sont à l'origine de cette loi Fabius-Guessot qui restreint considérablement notre liberté d'expression, et d'ailleurs, loi Fabius-Guessot, Fabius qui serait lui-même affilié au Bnei Brit. Donc cette loi Fabius-Guessot réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, tout propos jugé, en tout cas raciste, antisémite ou xénophobe, toute contestation de crimes contre l'humanité. Et en l'occurrence, à propos
de la Seconde Guerre mondiale, puisque ces crimes contre l'humanité ont été définis par le tribunal de Nuremberg. Donc ce procès international qui a eu lieu à Nuremberg, qui a été fait par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour les vaincus, fait autorité sur le plan législatif. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Donc, cela vaut si vous contestez la Shoah, le Fabius Guesso. Car si vous contestez le génocide vendéen ou même, par exemple, le génocide des Arméniens, est-ce qu'une association quelconque, loi 1901, viendra vous attaquer en justice via la loi Guesso? Certainement pas. Par contre, la Shoah, oui. Voilà. Alors sur le plan idéologique, on retrouve les mêmes préceptes maçonniques, donc la franc-maçonnerie régulière, donc la défense et l'éloge même des droits de l'homme, l'humanisme, tout comme les francs-maçons du rite écossais, les B'nai B'rith doivent éclairer l'humanité, ils doivent apporter la lumière à l'humanité. Ils font aussi l'éloge de la démocratie, qui, je le rappelle, est le paravent d'une certaine dictature, comme l'écrivait très bien Louis-Ferdinand Céline. Donc voilà, démocratie, droits de l'homme, humanisme. Les buts du B'nai B'rith sont ceux en fait de tout lobby judo-sioniste, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme, on connaît la chanson, la défense des intérêts juifs, la défense des intérêts d'Israël, surtout préserver l'identité juive. En cela, les B'nai B'rith, tout comme les rabbins, sont vivement opposés aux unions mixtes. Et c'est pas compliqué. Pour nous, le métissage, l'ouverture, l'immigration non contrôlée, le mélange, le multiculturalisme, donc la France multiculturelle, la France Black Number, voilà. Et pour eux, l'anti-mixité, l'anti-assimilation, l'identité 100% juive. Voilà, rester vraiment entre juifs dans le même ghetto juif. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une déclaration très significative de l'ex-première ministre d'Israël dans les années 70, Golda Meir, qui avait déclaré ceci: la mixité, c'est pire que l'Holocauste. Et oui, puisque pour eux, en fait, la mixité, cela équivaut à la dissolution de leur identité et en fait la disparition en fait de la communauté organisée. Une brochure du B'nai B'rith européen demande aux Juifs de se comporter comme un peuple de prêtres, donc comme des militants du judaïsme politique, du judaïsme international, donc en fait comme des agents du Mossad qui doivent être au service du Grand Israël. Pour le rabbin Harry Epstein, le B'nai B'rith est le centre de toutes les affaires juives. Et donc là, on comprend mieux cette déclaration quand on voit les Rothschild, Warburg, etc., qui ont donc appartenu au B'nai B'rith, ou qui appartiennent pour certains encore. Cette franc-maçonnerie du B'nai B'rith est élitiste, elle est supérieure à la franc-maçonnerie régulière, donc du 33 degrés du rite écossais, et donc du Grand Orient, qui a pourtant autorité sur les autres obédiences. Et vous retrouvez le détail, d'ailleurs, de ces principales obédiences dans mon avant-dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Le B'nai B'rith est encore donc au-dessus de la franc-maçonnerie classique. Et il y eut d'ailleurs en 1874 un accord signé entre Armand Lévy du B'nai B'rith et Albert Pike qui, à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, dirigeait les loges palladistes, c'est-à-dire des loges supérieures aux 33 degrés du rite écossais. Il est dirigé depuis New York, il avait vraiment un pouvoir d'influence important. Albert Pike, qui est vraiment un maître quand on étudie la franc-maçonnerie. Et donc il y a eu une sorte de fusion à cette époque-là avec le B'nai B'rith que l'on peut considérer comme une haute maçonnerie déjà depuis donc la fin du 19e siècle. L'ADL maintenant est un organe important du B'nai B'rith, c'est l'Anti-Defamation League, alors que l'EPAC est lui le bras armé financier du B'nai B'rith, qui finance notamment les campagnes électorales des candidats à la présidence américaine.
candidats à la présidence américaine qui sont généralement des francs-maçons du 33e degré, donc du rite écossais, et qui sont financés, c'est officiel, hein, les lobbies aux États-Unis sont officiels, qui sont financés par donc le lobby judo-sioniste, tout simplement pour faire les intérêts d'Israël en matière de politique étrangère. Donc en gros, il n'y a pas vraiment grand-chose à attendre de ces gens-là, hein, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient officiellement ou d'étiquette républicain ou démocrate. Revenons en France où Bnei-Brit et CRIF, c'est la même équipe. D'ailleurs, il ne serait pas vraiment étonnant de retrouver des dirigeants du CRIF au sein du Bnei-Brit. Et inversement, on sait que Emmanuel Macron fut un banquier de chez Rothschild, Roger Kuckerman aussi, hein, les deux ont travaillé officiellement pour la banque Rothschild, et il ne serait pas étonnant, par ailleurs, de savoir que Roger Kuckerman était à la fois au CRIF, mais aussi affilié au Bnei-Brit. Tous ces gens-là sont des agents d'Israël, tous sont des agents des Rothschild. Et à ce titre, d'après le regretté Emmanuel Ratier, le Bnei-Brit est le service de renseignement des Rothschild, ce qui paraît assez logique et cohérent. Et d'ailleurs, on pourrait même établir une relation entre les 12 Ashkénazes, donc d'origine allemande, qui sont à l'origine, officiellement, du Bnei-Brit, hein, donc à New York en 1843, et les Ashkénazes, donc Khazars, hein, qui sont aussi d'origine allemande, Rothschild, Weishaupt. Hein, aussi, je rappelle que le centre de la finance apatride vient d'Allemagne. Les Rothschild se sont répandus un petit peu partout en Europe, hein, France, Angleterre, Italie, dès le début du XIXe siècle. Mais au départ, ce sont les Bauer, hein, Michel Rothschild, qui auraient mandaté d'ailleurs Weishaupt en vue de la révolution dite française de 1789. Je rappelle que 1789 a été auparavant comploté depuis l'Allemagne, Wilhelmsbad et Francfort, hein, par notamment Adam Weishaupt et ses disciples. Donc, cette haute finance apatride, elle vient d'Allemagne, d'Ashkénaz, et le Bnei-Brit aussi, hein, ce sont des Ashkénazes d'origine allemande, qui se sont établis d'abord à New York. En France, le président du Bnei-Brit est actuellement Philippe Meyer. Il a participé il y a quelque temps à une conférence en novembre 2018 qui avait pour thème la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Et là, on voit que ces gens-là sont vraiment obsédés par ça. Ils voient des antisémites partout, hein, c'est dingue. Et d'ailleurs, on peut encore faire une relation. C'est que le Bnei-Brit organise une conférence sur donc le racisme, l'antisémitisme, la haine en fait, sur Internet, novembre 2018. Et un an après, nous avons droit à la loi Avia, qui a été qui vient d'entrer en vigueur hein, le 1er janvier 2020. Drôle de coïncidence. Hein. Donc ce jour-là, Philippe Meyer s'est exprimé en présence de Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, et aussi de Sacha Gozlan, le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Donc CRIF, UEJF, l'ICRA, Bnei-Brit, tout ça, c'est Israël en France. Voilà. Ce sont des lobbies au service d'une nation étrangère et dans le désintérêt de la France. C'est clair et net. En guise de conclusion, quelques faits historiques où le Bnei-Brit est clairement impliqué. Dès le début du XXe siècle, 1905, guerre russo-japonaise avec au niveau du financement d'un côté Warburg, de l'autre Schiff. Révolution bolchevique en 1917 avec le Kublobenko de Jacob Schiff, la déclaration Balfour la même année avec Rothschild, Balfour, Milner, tous Bnei-Brit. Juste un peu plus tard dans la foulée, le traité de Versailles, encore la création de l'ONU, mais aussi du Council on Foreign Relations, le CFR, par Edward Mandela House, lui aussi affilié au Bnei-Brit, et Paul Warburg. Un peu plus tard, en 1929, le krach financier avec à la manœuvre un certain Henry Morgenthau, haute finance apatride. Financement des deux premières guerres mondiales, on retrouve encore des membres du Bnei-Brit. Plus tard, dans les années 60, de 1962 à 1965,
le Concile œcuménique de Vatican II, avec la pression du Mnabrite de l'extérieur par l'historien juif Jules Isaac, et l'infiltration de l'intérieur par le cardinal Béat, de son vrai nom cardinal Béard, l'ADL aussi qui a fait pression notamment sur Mel Gibson et son film La Passion du Christ, pour qu'il retire certains passages voilà, qui les dérangeaient. Aussi pression de l'ADL contre Henry Ford et son livre Le Juif international, et d'ailleurs Ford a dû faire marche arrière et rétro-pédaler. En France, on l'a vu, la mise à l'écart du Front National, qui doit servir de croque-mitaine pour faire élire en fait la marionnette voilà, du lobby sioniste, et aussi donc cette loi Fabius-Guesso. Donc on voit que le Mnabrite est en fait l'incarnation du complot talmudo-maçonnique, l'incarnation de ce lobby tout-puissant talmudo-maçonnique. Hein, c'est vraiment le constat que l'on peut faire hein, lorsqu'on étudie le phénomène des sociétés secrètes. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande vraiment la lecture du livre d'Emmanuel Ratier, Mystère et secrets du Mnabrite, vraiment un livre incontournable sur le sujet. Lecture aussi de mon livre La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, hein, où il y a vraiment tout un chapitre consacré au Mnabrite, où j'ai puisé mes infos bien sûr chez Emmanuel Ratier, mais aussi chez Monseigneur Join, et ses divers numéros du péril judo-maçonnique, et aussi des infos sur le site internet officiel du Mnabrite international.